Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Allons-y rapidement parce qu'il y a plusieurs informations qui sont dans la continuité des événements. D'abord, nous allons revenir sur un événement récent, c'est le coup de gueule de Jean Lassalle. Jean Lassalle qui est officiellement un candidat à la présidentielle puisqu'il a ses 500 signatures. Or, il se trouve que là commencent à être produits un certain nombre de débats à la télévision. Or, il se trouve qu'il n'est pas invité. Récemment, un débat a eu lieu avec seulement 8 des candidats qui ont accepté cette émission. Nous rappelons que Emmanuel Macron ne débattra pas avec ses concurrents, mais Jean Lassalle n'a pas été invité. Alors, Jean Lassalle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce monsieur, c'est un politicien, on va dire, c'est un politicien qui a cette particularité, qui a cet atypisme si le mot existe, d'être quand même un Français relativement rural. C'est un politicien qui a sa carrure, qui a son accent, qui est à l'image un peu de cette France rurale. Or, évidemment, son allure, son apparence, son éloquence, eh bien, on fait un candidat qui n'intéresse pas. Et de fait, on est en droit de se poser la question que, quel que soit le type d'individu, quelle que soit l'origine de l'individu, quel que soit ce qu'il représente en matière d'image, est-ce que ça justifie de le mettre de côté ? Je rappelle que les règles de temps de parole aujourd'hui imposées, on va dire, au niveau médiatique, aujourd'hui s'établit par rapport à la représentation. C'est-à-dire que plus vous êtes un homme politique représenté par des sondages, plus vous avez la possibilité de pouvoir vous exprimer en temps sur les médias. Ce qui est complètement idiot dans ce sens où la représentativité repose énormément sur des éléments, sur des informations qui de toute façon déjà sont très contestables. Mais j'ai envie de dire, si on se vante la démocratie, eh bien la démocratie, elle devrait donner la possibilité, comme à chacun, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir débattre au même titre que tous les autres. Et de ne pas faire de différenciation sous prétexte parce qu'un candidat vient d'un parti qui s'octroie l'image, le droit d'être majoritaire ou une grande proportion de représentation des Français. Sauf que le problème, c'est que si vous regardez dans les partis politiques le nombre d'adhérents, vous allez vous rendre compte que finalement ces partis politiques, à l'échelle de la nation, ne représentent rien. Ce sont les médias, en réalité, qui font les partis politiques, qui font les personnalités politiques. Les personnalités politiques, aujourd'hui, elles font des meetings parce que c'est la présidentielle. Mais avant, ils ne sont que dans leur représentation en tant qu'élus, lorsqu'ils ont une position d'élu, que ce soit maire, que ce soit président de région, président de département, que ce soit à l'Assemblée nationale en tant que député, ou sénateur, au Sénat, ou dans le gouvernement, voire même président. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, je le dis depuis très longtemps, pour moi, cette présidentielle est la dernière de la Ve République. Parce que force est de constater que nous nous orientons vers quelque chose qui ne sera pas sans conséquences. Forte probabilité qu'en effet, on nous refasse le scénario de 2017 en mettant Zemmour ou Le Pen au second tour pour pousser tous les fragiles, tous les bas de plafond à voter Macron. Voter contre et ne plus voter pour. Ça fait depuis longtemps que désormais, maintenant, on ne vote plus pour, on vote contre. 5 ans de Macron supplémentaires, forcément, ça va avoir des conséquences. Des conséquences parce que si dans 1 ou 2 jours, le pass vaccinal va être suspendu, si Macron est réélu, attendez-vous à ce que ce pass vaccinal soit de retour, voire même pire, à partir de fin mai, début juin. Je rappelle, l'Union européenne commence déjà à planifier un pass écologique. C'est-à-dire que je vous mets le pari qu'avant
la fin 2023, le pass vaccinal va être intégré à un autre pass, à un pass vert ou un pass européen, un pass identité. Vous auriez votre identité, votre statut vaccinal et votre consommation de carbone. On va droit dedans. Sauf évidemment si l'Union européenne finit par exploser d'ici là. Exploser pourquoi? Si on croyait avoir tout vu, je pense que malheureusement on est dans l'erreur. Nous avons eu Macron qui a invité les membres de l'Union européenne à venir à Versailles pour discuter et tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Bel écrin que Versailles. Vous admettrez quand même que quand on veut faire une réunion avec les membres de l'Union européenne pour discuter de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait se coordonner concernant l'Ukraine, et que finalement, toute cette foire, pour rien, puisque certaines divergences, certains conflits d'intérêts ont fait que finalement, ils n'ont abouti à rien. Ce qui semble, à mon sens, évident, était même évident avant même de penser d'organiser ce type de réunion. Pourquoi ne pas simplement avoir fait les choses à Bruxelles? Eh bien non. Tout simplement parce que nous avons Macron qui est dans une élection présidentielle, qui est candidat. Et donc en tant que candidat, avoir le soutien de ses partenaires européens pour l'accepter de se faire inviter aux frais du contribuable, qui plus est dans un écrin d'or et de verre, que le palais de Versailles. Je rappelle que Versailles, entre autres raisons, Louis XIV en avait voulu la construction pour tout simplement rassembler sa cour. Et pas seulement, mais aussi la contrôler. Quelle valeur symbolique finalement, sur le fait que l'Union européenne veut le contrôle des peuples européens. Comme quoi, qui se ressemble, ça semble. Évidemment, à l'Ukraine, je ne peux pas y passer à côté. Actuellement, vous avez eu cette affaire de l'hôpital et de la maternité. On en a parlé, on en a fait tout un foin, on a évidemment allé chercher de la sensiblerie, l'hypersensibilité des gens, en leur faisant comprendre, dans la médiatisation de l'événement, qu'ils rendez-vous compte. Ces salauds de Russes attaquent un hôpital et une maternité. Sauf qu'entre-temps, eh bien, il s'est passé des choses. Premièrement, Zelensky, le président ukrainien, avait tweeté qu'il y aurait certainement énormément de victimes qui sont coincées sous les décombres. Bon, sauf qu'apparemment, personne ne lui a prévenu que, en réalité, l'hôpital et la maternité avaient déjà été évacués. Donc, il y a 17 victimes. Et encore 17 victimes, ce sont des blessés. Et cette jeune femme, qu'on a pu voir sur les photos, sur les vidéos, enceinte, avec quelques égratignures, il se trouve que cette jeune femme, c'est une influenceuse. Sauf que la mise en scène, alors, je laisse certains croire, ne pas croire, etc. Il n'empêche que pour un hôpital et une maternité, on ne voit qu'elle. Il n'y a pas d'autres photos, il n'y a pas d'autres vidéos sur des victimes. Il n'y a qu'elle. Ça interroge. Et il y a sur d'autres sources des témoignages de gens qui étaient des employés de cet hôpital et qui ont confirmé, donc ce dont on se doutait, qu'en effet, l'hôpital avait été évacué, plus particulièrement par l'armée ukrainienne, certains disant même que ce seraient des hommes du bataillon Azov. Ce qui est un peu étrange parce que les Azov, eux, c'est plutôt le contraire. Ils essaient de garder les gens et quasiment de leur interdire de bouger, de rester chez eux pour s'en servir comme bouclier civil.
Et du coup, cette affaire, vous avez vu, hein, là, elle a disparu. Ça y est, on n'en parle plus. Par contre, on continue à parler de Mariupol, qui est assiégé. Mariupol, je rappelle, port sur la mer d'Azov, qui est un point stratégique, évidemment, pour la Russie. Alors, attention, évidemment, dans toute guerre, il y a des victimes. Toute guerre, il y a des victimes innocentes. Toute guerre, il y a des victimes civiles. De part et d'autre. Sauf que force est de constater que les médias portent énormément l'accent sur le peuple ukrainien martyrisé, attaqué. Ça en est à un point que on voit véritablement une occultation du fait que l'Ukraine, ce sont des Ukrainiens ukrainophobes et des Ukrainiens russophones. Sauf que, quand on voit un petit peu l'impact qu'ont les médias sur certaines personnes, ces mêmes personnes en arrivent à avoir des propos où tout d'un coup on se dit, mais ne seriez-vous pas ces mêmes personnes qui, depuis quelques années, depuis qu'on a des attentats islamiques en France, ne seriez-vous pas ces mêmes personnes qui ont milité justement pour le pas d'amalgame? Sauf que là, vous êtes en train de faire exactement le contraire de ce que vous avez prôné pour protéger les musulmans en France. Le pas d'amalgame. Sauf que là, l'amalgame, vous le faites. C'est-à-dire que dès qu'on vous dit que des Ukrainiens russophones, depuis 8 ans, se prennent des bombes sur la gueule, c'est de leur faute. Parce qu'ils sont russophones. Parce qu'ils sont pro-Poutine. Donc c'est-à-dire quoi? C'est quoi la solution? Si on veut résoudre le problème de la guerre en Ukraine, on déporte, on génocide tout ce qui est russophone, on soumet, puisque si c'est Poutine qui a attaqué, donc c'est un russe, donc les russophones sont pro-Poutine, forcément. Donc si on réussit à pacifier le pays, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des Ukrainiens russophones? Est-ce qu'on les laisse dans la nature? Vous voyez un petit peu l'ambiguïté, sauf que on fournit un prisme tellement simpliste de ce conflit qu'on sait pertinemment qu'il y a des bas de plafond, des gens qui ont 2 neurones dans le cerveau, qui vont plonger la tête la première. Et d'ailleurs, on a même des gens qui disent, regardez, la Russie a déjà envahi, attaqué la Géorgie, par exemple. Regardez, ça prouve qu'ils sont belliqueux. Oui, sauf qu'il y a des antécédents, il y a une raison, il y a un contexte. Pourquoi est-ce que la Géorgie a été attaquée par les Russes? Tout simplement parce que la Géorgie a décidé de faire une sorte de, pas de génocide, mais de différenciation ou de lutter contre une certaine ethnie, une certaine population géorgienne russophone. Pour calmer les ardeurs de chacun, on va tout simplement mettre les choses à table. L'Union soviétique, c'était un ensemble de pays sous le joug soviétique, qui pendant 70 ans, pour certains d'entre eux, ont vu des déplacements de population. Et aujourd'hui, on récolte cette histoire. C'est un peu comme, si vous voulez, en France. Les affres de l'histoire sont ce qu'elles sont. Mais imaginez aujourd'hui les Corses. Les Corses sont un peuple avec une identité très forte, avec un sentiment même, on peut le dire, nationaliste, avec une langue. Vous imaginez demain si un gouvernement français décide de dire « Bon, la Corse, vous nous cassez les couilles, donc désormais vous êtes français, maintenant vous parlez le français, désormais on n'interdit pas, mais on ne veut plus vous entendre parler le corse, c'est-à-dire vous pouvez continuer à enseigner le corse si vous voulez, pour préserver la langue, parce que de toute façon on n'a pas le choix, puisque l'Union européenne a décrété une loi qui protège les patois et langues régionales. Mais en revanche, on vous oblige à parler français. Imaginez, on fait la même chose avec les Basques. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer?
Si l'autorité de Paris, capitale de la France, au nom de la République, se décide à imposer aux Français, quels qu'ils soient, des valeurs et des principes qui leur demandent et les incitent à abandonner leur fierté régionale, leur culture régionale. Alors, j'ai envie de dire que l'exemple est plutôt faussé puisque la France a cette particularité d'être un pays dans lequel nous instituons depuis le départ, depuis le début, de ce que la République a plus ou moins développé, le fait que nous sommes un peuple unique, souverain et indivisible. C'est-à-dire que nous avons réussi à trouver le juste compromis. Vous êtes avant tout français. Peu importe si vous êtes corse, basque, alsacien, savoyard, auvergnat, normand, nordique, breton, vous êtes français. La question ne se pose pas de savoir si vous avez une particularité. Oui, non, vous êtes français. Même s'il existe quelques exceptions sur le plan institutionnel, comme par exemple l'Alsace et la Lorraine, qui ont gardé certaines particularités culturelles, mais cela ne les absout pas de ce statut de citoyen français. Contrairement à nos voisins, la Belgique, flamand, wallon, contrairement à la Suisse, roman, burgon, un peu de roman, francophone. Alors les Allemands c'est un peu particulier puisqu'ils ont quand même fait une réunification, mais il y a les fameux Landers. Les Landers qui dans certains Landers ont certaines particularités. Dois-je vous rappeler la fierté de la Bavière, le Liechtenstein qui est indépendant, je crois. Regardez l'Espagne. L'Espagne est un royaume, mais un royaume constitutionnel. Mais chaque région a son autonomie. Si la France a des régions avec des directions régionales, elles n'en sont pas moins toujours affiliées au pouvoir central de la République. Elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Si l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement et le Conseil constitutionnel valident des lois qui doivent s'appliquer à l'ensemble des Français, aucune région ne peut y déroger. Aucune région ne peut destituer ou s'opposer à l'application d'une loi. Le pouvoir législatif est un pouvoir centralisé. Contrairement à l'Espagne, où un certain nombre de régions, la Galicie, la Catalogne, l'Andalousie, ont leur propre gouvernement, plus ou moins, et donc peuvent légiférer. L'Espagne a des langues officielles, l'espagnol comme le catalan. L'Italie pourrait peut-être être le pays qui se rapproche le plus de ce que nous connaissons avec un pouvoir centralisé. Quoique, il y a encore aujourd'hui en Italie une forte présence, une forte identité entre le Nord et le Sud. La Grande-Bretagne. Royaume qui a été construit au forceps, rappelons-le quand même. Mais aujourd'hui, il reste néanmoins quelques différends culturels entre les Gallois et les Anglais. Dois-je parler des Écossais, l'Irlande du Nord? Vous voyez, c'est compliqué. Donc si vous poussez plus loin en Europe, eh bien vous allez vous rendre compte qu'un certain nombre de pays, alors qui certes ont pris des systèmes démocratiques avec un pouvoir centralisé, etc., n'en sont pas moins confrontés, de par leur histoire, de par la jeunesse même de leur démocratie. Car je rappelle, un grand nombre de pays de l'Est aujourd'hui sont des jeunes démocraties. Là où nous avons mis, nous, 200 ans, plus de 200 ans, pour enfin construire quelque chose de cohérent, quelque chose qui ressemble à de la démocratie, ces pays-là ont encore énormément de travail à faire. Et ce n'est pas facile. C'est d'autant plus facile quand un certain nombre de pays ont vu des frontières dessinées en incluant des minorités, mais des minorités qui se retrouvent coincées entre 2 ou 3 pays différents. Et comme ils n'ont pas
eu cette chance d'être pris en considération pour faire partie du pouvoir, du développement, de la culture et de la démocratie de leur pays, eh bien ce sont ce qu'on appelle des minorités. Des minorités alors qui réussissent à s'assimiler plutôt bien, d'autres pas. Rappelons que par exemple, nous avons nos Kurdes. Les Kurdes sont coincés entre trois pays, je crois, la Syrie, l'Irak et la Turquie. Là où certains pays leur reconnaissent une certaine autonomie, une certaine reconnaissance, d'autres, on est à la limite de la purge. La Turquie, pour ne pas la nommer. Alors, que dire de l'Ukraine? L'Ukraine, jeune démocratie, je rappelle, 1991. Dès 1991, entre 1991 et 2000, un grand nombre de pays, tout de suite, ont été des mannes, ont été des intérêts, ont été des marchés. Donc, c'est pas les Russes, c'est bien l'Occident. Je rappelle pour la petite histoire que lors de la réunification des deux Allemagnes, si aujourd'hui vous allez en Allemagne, si vous allez dans l'Allemagne, tout du moins dans les régions de ce qui était l'Allemagne de l'Ouest, si vous discutez avec des Allemands sur alors, pour vous, est-ce que le bilan de la réunification est positif? Eux, ils vont vous dire oui, forcément. La réunification de l'Allemagne, c'est génial. Ça a apporté plus de démocratie, plus de stabilité. Ça a même permis à un pays, finalement, d'être l'un des pays les plus forts économiquement parlant de l'Europe. En revanche, si vous allez dans l'ex-Allemagne de l'Est, et que vous discutez avec, dans certaines provinces, un certain nombre d'Allemands, et vous leur posez la même question, vous allez voir que la réponse est complètement différente. Pourquoi? Tout simplement parce que les Allemands qui étaient dans l'Allemagne de l'Est, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la liberté, ils ont vu la démocratie arriver, génial, super. En revanche, avec le temps, ils se sont rendus compte de ce que c'était que la démocratie. C'est de l'ultralibéralisme. Et ils ont vu tout d'un coup leurs usines, leurs industries, leurs sociétés, leurs compagnies, en plus si elles étaient d'État, eh bien être vendues. Vendues, dépouillées, délocalisées. Et du coup, évidemment, ces Allemands qui vivaient dans un système où l'État se chargeait de tout, du jour au lendemain, on leur dit maintenant, il va falloir vous démerder tout seul. Sauf qu'on n'a rien fait en particulier pour les aider à faire cette transition. C'est bien que vous avez beaucoup d'Allemands qui ont quasiment tout perdu. Alors après, il y a eu les prestations sociales, en effet, pour les aider, mais là où vous aviez des poumons économiques en Est, en Allemagne de l'Est, eh bien, ont été dépouillés, détruits. Parce que ça coûtait trop cher. Si vous aviez des entreprises textiles, eh bien ces entreprises textiles ont toutes disparu. Elles ont toutes été délocalisées dans certains pays d'Asie. Sauf que les gens qui travaillaient dans ces usines-là, parfois de génération en génération, elles font quoi? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Comment les reclasser? Les reclasser dans quoi? Dans la haute technologie? Mais quand vous avez des milliers d'ouvriers qui se retrouvent sur le carreau, vous croyez que ces milliers d'ouvriers, vous allez en faire des ingénieurs informatiques? C'est exactement ce que la France a connu avec un certain nombre de nos compatriotes, ouvriers, qui vivaient dans des petites localités avec 2-3 entreprises qui faisaient quasiment vivre tout le village, toute la petite ville. Sauf que du jour au lendemain, quand ces entreprises ont fini par disparaître, ces mêmes entreprises, vous aviez des générations même qui se succédaient. Et bien ces gens-là se sont retrouvés sans rien. Donc, la question est de savoir, aux Ukrainiens, est-ce ce que vous voulez? Est-ce que le peuple ukrainien comprend ce que veut dire l'ultralibéralisme? Pas sûr. C'est pour ça qu'il y a cette ambiguïté avec ces fameux nationalistes, ces fameux néo-nazis, qui est de sujet complexe. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué à peu près l'essentiel. Donc, comprenons-nous bien que l'Ukraine
c'est un décorum. Un décorum où l'intérêt est de faire en sorte d'accentuer la haine, pas seulement de Poutine, mais du Russe. À tel point que, pour vous montrer un petit peu cette hyper-conviction d'être dans une position dominante, nous avons des grandes marques telles que McDonald's, Chanel, H&M, qui ont dit on suspend nos activités en Russie. Ah, parce que vous êtes essentiel à l'économie russe. Vous voyez un petit peu le paroxysme. C'est que pendant près de 20 ans, de grandes entreprises, de grandes marques ont fait des pieds et des mains pour venir s'installer en Russie. Parce que c'est un marché. Alors c'est pas un aussi gros marché que la Chine, mais ça reste un marché. Et parce qu'un jour un président décide de dire bon, maintenant la Russie, c'est un État souverain, donc respectez-le. Prenez-nous et considérez-nous comme un partenaire économique au même titre que tous les autres. Eh bien, le problème, il est là. C'est qu'en réalité, on lui a fait un bras d'honneur à Poutine. Poutine, on lui a marché dessus. On lui a fait comprendre que non, ta Russie, on lui a fait tomber son empire soviétique. Nous, notre objectif maintenant, c'est de faire la Russie une succursale pour nos intérêts mondialistes, économiques. Alors, on t'a fait un petit peu de cool en disant est-ce que tu es d'accord pour participer au projet mondialiste, globaliste, etc. Alors Poutine, oui, il a dit oui, bien sûr, pas de problème. Regardez la preuve, c'est que la Russie, il y a du capitalisme en Russie, donc je ne m'oppose pas à ce que je participe, ou nous participions avec la Russie, à la construction de ce nouvel ordre mondial. En revanche, comprenons-nous bien que je veux le même statut que vous autres, en tant que dirigeant, en tant qu'acteur, en tant que concepteur, en tant qu'architecte de ce nouvel ordre mondial. Et bien c'est là que ça a commencé à merder, parce que Washington a commencé à dire non. Non, pas de Poutine autour de la table. Hors de question. Et voilà. Le résultat, il est là aujourd'hui. Vous avez une Russie que l'on a voulu soumettre, que l'on a voulu posséder, mais qui à sa tête est arrivé un homme qui a décidé de vouloir jouer carte sur table en disant « moi je veux être au même niveau que n'importe qui ». Alors évidemment, avec tous les jeux d'influence, tous les jeux géopolitiques, etc., parce que, on va être très clair, ce que nous faisons, nous autres occidentaux, à travers le monde, ayons l'honnêteté de reconnaître que Poutine aura pratiquement le droit de faire la même chose. Seulement voilà, on en est à un point aujourd'hui. On est en train de montrer du doigt Poutine qui fait des choses que nous autres faisons aux autres. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Alors plus particulièrement aux États-Unis où la religion est quand même relativement présente, c'est là toute l'énormité de l'hypocrisie occidentale et plus particulièrement américaine, qui s'appuie énormément sur la religion pour soumettre son peuple, mais ne respecte même pas l'un des principes, l'un des commandements même de la Bible, ou tout du moins de ce que Moïse a redescendu avec les fameuses tables de la loi. Donc, il y en a pas mal à qui je dis, mais vous savez que ces problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est de la géopolitique. La géopolitique, c'est une compétition entre différents pôles, avec des armes qui s'entrechoquent, qui s'entrecroisent. On a même aujourd'hui des gens qui sont en train de proposer l'idée que est-ce que finalement la Chine et les Américains n'auraient pas le même intérêt à écraser la Russie pour récupérer tout l'ensemble des ressources énergétiques, des énergies fossiles de la Baltique. Et la question est posée.
Vous savez, les Chinois, beaucoup de gens ont un petit peu la naïveté de croire qu'on peut négocier avec les Chinois. Mais les Chinois, à terme, ils ne veulent pas partager. Ils veulent tout. C'est pour ça que ça pose problème, idéologiquement parlant, avec les Américains. Parce que les Américains, eux aussi, ils veulent tout. Ils ne veulent pas partager. Donc, si vous voulez, c'est un peu les accords, les inspirations contre nature. Comme d'ailleurs on a vu avec Israël et l'Arabie Saoudite, qui se sont alliés pour combattre le chiisme. Mais une fois que le chiisme sera détruit, annihilé, éliminé, que croyez-vous qu'il va se passer? Il va se passer que les amis d'hier vont devenir les ennemis de demain. Parce qu'il y a toujours cette notion de pouvoir. Qu'est-ce qui peut amener à terme des pays qui se disent alliés à finalement finir par se taper sur la gueule les uns les autres, une fois que le boulot pour lequel ils étaient alliés est terminé? Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour certains cerveaux. Donc, le fait est que, à titre d'exemple, l'Union européenne, c'est 27 pays avec parfois des cultures différentes, des langues différentes, des intérêts différents. Donc quand on réunit tout ce petit monde à Versailles, en sachant qu'évidemment les intérêts des Français ne sont pas les mêmes que ceux des Allemands, pas les mêmes que ceux des Belges, que ceux des Hongrois, que ceux des Polonais, que ceux des Lettons, des Estoniens, des Lituaniens, parce qu'eux ils sont en première ligne. Finalement, vous savez déjà d'avance que cette foire à Versailles ne sert strictement à rien. Que l'on sait que l'Allemagne dépend à 60%, je crois, du gaz russe. Alors certains disent 80%. En France, on dépend un peu moins. On est, je crois, entre 20 ou 40%. Donc, on peut encore trouver, nous autres, des alternatives. En revanche, l'Autriche, elle est à 100% dépendante du gaz russe. Ce qui lui donne un avantage, c'est qu'elle ne fait pas partie de l'OTAN. Et de fait, enfin l'OTAN ou l'Union européenne, je ne sais plus. Je crois que c'est l'Union européenne, elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Enfin, rectifiez-moi si je me trompe, je vous le mets là, si j'arrive à retrouver, chaque fois je suis un petit peu confus sur les deux. Donc voilà, je veux dire, j'irais même jusqu'à dire qu'on entend souvent cette expression qui dit « on veut faire les États-Unis d'Europe ». Sauf que le problème, c'est que même les États-Unis, c'est un bordel. Je vous l'ai déjà expliqué, 50 États, mais 50 États qui ont plus ou moins une certaine souveraineté sur le plan législatif, parce que les cultures, parce que les intérêts sont différents. Donc, quand vous avez les États-Unis d'Amérique, 50 États avec une certaine souveraineté, mais qui ont l'avantage de parler tous la même langue, tout du moins, issus de l'évolution historique d'une même culture, plus ou moins. Imaginez avec 27 pays qui ont des cultures très affirmées, parfois similaires, de même origine, qui ont parfois partagé l'histoire, mais qui sont des entités, des pays souverains, avec des peuples souverains, avec une langue officielle, des langues officielles. Comment vous voulez que ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner. Ou alors au forceps. Quand je dis forceps, c'est par la dictature. C'est-à-dire un pouvoir fort qui impose à tout le monde, c'est comme ça et pas autrement. Eh bien, c'est ce que fait Poutine. Tout comme c'est ce que fait Xi Jinping en Chine. C'est vu les différences, les divergences, les cultures différentes, parfois des conflits d'intérêts. Alors, je rappelle qu'à l'époque soviétique, on peut considérer que les Russes et les Géorgiens ne s'appréciaient pas tellement, que les Géorgiens et les Ukrainiens ne s'apprécient encore moins, parce que la mère de toutes les Russies, tout le monde se dispute de savoir laquelle est-ce. Alors que l'histoire, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, eh bien, l'Ukraine est la mère de toutes les Russies. Sauf qu'elle n'est pas russe.
elle est ukrainienne. Pendant l'époque soviétique, le problème ne se posait pas puisque l'Ukraine était assujettie à Moscou. Mais aujourd'hui que c'est un pays indépendant, vous comprenez où est le problème. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si demain, la France décidait de revendiquer une terre qui se trouve en Allemagne, sous prétexte parce que c'est la source originelle du peuple européen, germanique, franco-germanique. Évidemment, il y a un moment donné où ça va poser un problème, puisque cette terre, elle est allemande. Pourquoi du jour au lendemain, la France revendiquerait cette terre? Tout comme les Allemands pourraient très bien revendiquer des terres que nous avons aujourd'hui, par nature, en France. Alsace. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans des époques avec un contexte bien précis. Certains essaient de justifier leurs opinions, leurs versions, leurs analyses, en allant chercher l'histoire, pour dire, vous voyez, dans l'histoire, il y a eu ceci, etc., machin, etc. Ce que fait Zemmour. Sauf que Zemmour, évidemment, lui, ne prend que ce qui l'intéresse pour étayer son propos politique. N'en déplaise. Il en a parfaitement le droit. Sauf que, évidemment, ces discours basés sur des événements, sur des faits politiques, ou des faits historiques, pardon, ça dérange les gens. Parce que l'histoire. C'est des contextes, c'est des situations, c'est des époques qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Même si certaines influences, certains liens ne sont pas à négliger non plus, sur les conséquences, sur l'évolution, tant sur le plan social, économique, politique. Et se dire qu'à l'époque, il y a eu tel et tel contexte, avec telle et telle donnée, qui sont plus ou moins similaires à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc attention, regardez ce qui s'est passé. Ça peut très bien se reproduire. Donc l'histoire sert aussi de base, de réflexion, d'analyse, de compréhension. Lorsque François Asselineau dit « Attention, rappelez-vous que la Première Guerre mondiale est née à cause d'alliances », il n'a pas tort. Et ça devrait amener à réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Des alliances, on peut en avoir, on peut soutenir, mais il faut avoir de bonnes raisons. Or, quelles sont les bonnes raisons aujourd'hui de soutenir l'Ukraine, si ce n'est derrière savoir que, 1. Nous défendons la démocratie, nous défendons la souveraineté d'un pays qui est attaqué par un belligérant. Mais derrière, savoir que si nous réussissons à restaurer la démocratie, et la restaurer plus ou moins avec l'intérêt de pouvoir avoir un échange de bons procédés derrière. C'est ce que nous avons fait depuis 1991 avec l'Ukraine, comme avec d'autres pays d'ailleurs. C'est-à-dire que nous avons aidé financièrement. Avec évidemment l'assurance et la garantie qu'en retour, le jour où nous déciderons d'ouvrir les portes à l'Union européenne, d'ouvrir les portes à l'OTAN, eh bien vous le ferez et vous accepterez d'y entrer sans discuter. Or, il se trouve que dans l'histoire, il y en a un qui est venu foutre un petit peu son bordel, c'est Poutine. Alors après, chacun trouvera ses raisons, qui a tort, qui a raison, qui fait bien, qui fait mal. Ça, vous savez, ça reste toujours un problème subjectif. Si on est pour la démocratie, évidemment, nous souhaitons une solution pacifique pour l'Ukraine. Si nous sommes un tant soit peu compétents et connaisseurs de la géopolitique, on dira que finalement, pour sauver la situation, il faudra accepter une sorte d'Ukraine fédérale, c'est-à-dire de séparer au sein d'un système fédéral une Ukraine ukrainophone et une Ukraine russophone, histoire de trouver un juste compromis, et de satisfaire évidemment l'ambition de Poutine de faire de l'Ukraine une zone tampon. Sauf que derrière, vous avez des gens, oui, mais si on accepte, ça veut dire que demain, la prochaine étape, ça va être la Pologne. Est-ce que Poutine est véritablement dans cet état d'esprit de conquête? Certains en sont dissuadés. Mais je dirais même certains en sont dissuadés, et ils tentent de dissuader les autres.
que c'est ce que Poutine veut. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui vous disent que Poutine veut reconstruire l'Union soviétique, donc veut récupérer ses anciens territoires. Ouais, enfin là, ça serait quand même un peu trop gros. Donc la version qui est de dire que l'Ukraine, le problème de l'Ukraine, c'est que c'est un pays que l'OTAN veut récupérer pour s'octroyer un pays et y installer des bases militaires aux portes de la Russie, comme elle en a déjà en Pologne, en Lituanie, en Estonie et en Lettonie. Je rappelle, hein, la petite enclave de Kaliningrad, c'est la Russie. C'est-à-dire que demain, si l'OTAN claque des doigts, l'enclave peut très bien disparaître et revenir alors à qui? Et là, le problème, c'est que on en fait quoi? On le donne à la Pologne ou à la Lituanie? Qui a une légitimité sur cette petite enclave? Donc du coup, on ne fait rien, puisqu'on laisse en l'état. Donc vous voyez, la situation est compliquée, mais derrière, on alimente toute une propagande qui fait que vous ne voyez que des images, des propos, des témoignages, des photos, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo sur le pouvoir de l'image, que d'un seul côté, mais pas de l'autre. C'est normal, puisque nous sommes du côté de la démocratie. Nous sommes dans l'intérêt de faire de l'Ukraine une démocratie que, à terme, nous intégrerons dans l'OTAN. C'est ça l'objectif. Donc du coup, évidemment, Poutine, il faut le faire passer pour ce qu'il est. Un conquérant, un fou, un débile, un dangereux personnage. Alors que quand vous adoptez le discours en disant « mais attendez, Poutine c'est un chef d'État qui essaie de protéger son pays, qui essaie de protéger les intérêts de son pays, qui plus est un président qui, depuis maintenant 10 ans, a parfaitement annoncé le message et annoncé la couleur en disant « puisque vous voulez essayer de me dégager, je me battrai jusqu'au bout », évidemment, il y en a, ils ont du mal. Tout comme, évidemment, il y en a certains qui vont dire « oui, mais regardez, vous dites que la Russie est une démocratie. Mais regardez, Poutine, ça fait depuis 30 ans qu'il est au pouvoir, donc c'est pas une démocratie. Mais si Poutine est au pouvoir depuis 30 ans, c'est tout simplement parce qu'il n'y a personne d'autre pour le remplacer. Et que dans un processus démocratique, vous savez comment ça fonctionne. Regardez en France, regardez l'élection présidentielle que vous avez là aujourd'hui. Vous allez voter, mais vous allez voter pour ou contre? C'est démocratique, ce que vous appelez là? Non. Sachant que démocratie, c'est le peuple. Alors, il y en a même des fois qui vont chercher plus loin, qui vont dire « ouais, mais attendez, la démocratie, c'est le peuple ». Mais ces gens qui gèrent la démocratie ne représentent pas la démocratie. Pardon? Oui, parce que c'est pas des actes d'un seul homme ou de plusieurs hommes sur lesquels on peut reposer la qualité de la démocratie. La démocratie, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, s'il y a des gens qui font des conneries dans la démocratie, oui, s'il y a des gens qui font des conneries dans la démocratie, développer. Il n'y a rien à développer, puisque de toute façon, tout d'un coup, tu te retrouves coincé sur le fait que le peuple n'a plus aucun levier. Et en Russie, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'en Russie, on fait des influences. Parce qu'on veut changer de régime. Parce qu'on veut mettre un pion à la place. On veut mettre un guignol qui sera évidemment l'agent mondialiste, globaliste, et qui ouvrira la porte au dépouillage et au dépeçage de la Russie, comme ce que l'Union européenne essaye de faire avec la France. Parce que la France est un pays où la culture est beaucoup trop indépendante, beaucoup trop souverainiste, beaucoup trop révolutionnaire. Donc il faut la tuer, il faut l'annihiler, il faut la soumettre. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils veulent faire avec la Russie. Vous comprendrez alors pourquoi la France, parmi les pays européens, culturellement, a toujours eu des liens privilégiés avec la Russie. Parce que finalement, la Russie et la France, à des différences près, aspirent à la même chose. Je dis bien à des différences près.
et que l'on dise que ce n'est pas les hommes qui font la démocratie, mais j'ai envie de dire, mais c'est la démocratie qui font les hommes. Or, pour essayer d'excuser le fait qu'en France, le système, la République, est pourri jusqu'à l'os, il y en a qui trouvent le moyen de vous dire, oui, mais non, c'est pas la démocratie. Ce sont en fait des actes d'individus, mais c'est des individus qui ont utilisé la démocratie pour se faire mettre en place. Donc, posez-vous la question. Mais non, non, faut pas se poser la question. Se poser la question, c'est être réfractaire. Se poser la question, c'est légitimer la voie vers la dictature, vers le fascisme, vers le néonazisme. Alors dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi est-ce que sur Amazon on peut trouver ceci. Alors, je suis tombé sur ce truc-là par hasard, j'ai essayé de vérifier. Il se trouve qu'aux États-Unis, il est très difficile d'avoir les articles sur le Amazon FR, parce qu'évidemment la géolocalisation nous rappelle alors que nous ne sommes pas sur la bonne page. Néanmoins, par curiosité, j'ai regardé si sur le Amazon.com, c'est-à-dire le Amazon américain, est-ce qu'on avait bien les mêmes articles? Eh bien, on a bien les mêmes articles. Ces articles, des mugs, des t-shirts, à l'effigie du logo Azov, du bataillon Azov. Eh bien, figurez-vous que sur les réseaux sociaux, il y en a certains, je leur ai dit, mais vous savez que... Alors, je crois qu'il n'y a plus de survivants aujourd'hui de Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane, pour ceux qui seraient un petit peu ignorants, je rappelle, c'est ce petit village qui, en 1944, a été détruit et sa population quasiment massacrée par une division de SS dont le logo de ce bataillon était celui-ci. Ah, évidemment, il y en a certains qui disent oui, mais c'est pas tout à fait le même. Celui du bataillon Azov, il est inversé. Bien sûr. Vous imaginez, demain, je prends le drapeau allemand, je prends la Svastika, je l'inverse. Je change le rouge, je mets du bleu à la place. Vous croyez que si je dis aux gens, oui, mais c'est d'accord, mais c'est pas le même. C'est le logo inversé, le rouge, c'est pas du rouge, c'est du bleu, etc. Donc, c'est pas le même. À un moment donné, les gens auront raison de me dire, allez-y, prenez-nous pour des cons aussi. Donc c'est pour ça que je dis, peut-être ceux qui connaissent ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane vont certainement être très heureux de voir sur Amazon des t-shirts et des mugs avec un logo qui ressemble à celui de la division qui a massacré des Français en 1944. Et encore, allons plus loin. Sur le fond du logo du bataillon Azov, vous avez ce sigle-là. Là, on va dire quoi ou alors c'est un hasard, c'est une coïncidence. Donc, Amazon vend des articles à l'effigie d'un bataillon fasciste, nationaliste, néo-nazi. Qui l'aurait cru? Donc vous voyez, on pousse les curseurs toujours plus loin. Et malheureusement, tant qu'il y aura des idiots utiles, tant qu'il y aura des simples d'esprit, des naïfs, pour rentrer et légitimer et voire même militer avec des arguments préconstruits, préconçus, mais qui sont incapables à un moment donné de me donner des éléments, de me donner de la réflexion, et ne sont que finalement que des perroquets. Des perroquets qui évidemment n'ont absolument aucune connaissance des tenants et des aboutissants, n'ont aucune historique de l'histoire, et ont souvent été d'ailleurs lavés du cerveau par de la décontextualisation. C'est les mêmes qui votent, hein. Et c'est les mêmes qui voteront Macron pour ne pas voter Zemmour ou Le Pen. Pour sauver la démocratie. Tant pis, on sacrifiera ce qu'il a sacrifié en revotant pour Macron pour 5 ans. Mais attention, ne soyez pas dupes. Quel que soit le président qui va être élu au mois d'avril, soyez précautionneux, faites des réserves,
Et attendez-vous au pire. Parce que ça va pas être joyeux. Et j'ai même envie de dire, et je l'avais déjà dit dans une vidéo, si vous êtes musulman, français musulman, quitte même si vous êtes musulman par racine, mais que vous êtes éloigné de la religion, que vous ne croyez pas en Dieu, que le Coran et tout ça, ça vous intéresse pas. Que vous êtes profondément, par contre, citoyen, que vous êtes profondément républicain, que vous êtes profondément démocrate, que vous êtes même progressiste. Malheureusement, vous serez les sacrifiés. Les sacrifiés à cette ce sacro-saint effet malheureux de l'amalgame. C'est le même amalgame dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est aujourd'hui en train d'être occulté concernant les Ukrainiens russophones. Tous les Ukrainiens russophones ne sont pas pro-Poutine. Tout comme vous avez, et c'est là qu'est formidable l'ambiguïté de la chose, des Russes qui sont contre Poutine. Aujourd'hui, vous avez des Russes qui se font arrêter parce qu'ils manifestent, des manifestations interdites. Donc évidemment, là, vous avez une journaliste qui a montré un panneau, etc., et que même Macron a proposé de lui proposer une sorte d'asile politique. Alors évidemment, tout ça, c'est très émotionnel. Ça montre, ça démontre que, regardez, le peuple russe est contre Poutine. Sauf que le problème, c'est que si demain vous faites un sondage en Russie, avec 2 questions, en disant « Est-ce que vous êtes pour ou contre Poutine ?» Il y a de fortes chances que Poutine récolte plus de 50%. En revanche, est-ce que vous êtes pour ou contre la guerre en Ukraine? Vous allez certainement avoir 70% des Russes qui vont dire « Non, on est contre la guerre ». Il est évident que une majorité d'un peuple qui serait pour une guerre, là en effet, là il faut se poser les bonnes questions. Mais le fait est, c'est que dans tout peuple, la diversité, il faut la respecter. Or, quand la diversité devient un instrument idéologique, et qu'on vous a tanné depuis des années avec cette diversité, mais tout d'un coup, l'acceptation, le principe de tolérance disparaît avec le conflit ukrainien. Les mecs, ils ne se réfléchissent pas qu'à un moment donné, il y a des Français qui vont dire « Mais attendez, ça fait depuis des années qu'on nous casse les couilles avec la diversité, accepter la différence, lutter contre le racisme, contre les discriminations, faire de l'égalité sociale, de l'égalité civile, avec les gens qui sont différents, etc., alors même si c'est des minorités, etc. » Eh bien, il y en a sur Internet qui vous trouvent le moyen de vous dire « Oui, mais de toute façon, l'Ukraine, c'est 76%, non, 75%, 73% d'Ukrainiens ukrainophones. » Et donc ils ont la légitimité d'imposer aux Russes l'Ukraine démocratique ukrainophone. Alors que ce sont les mêmes qui étaient les pro-BLM, qui vous affichaient le logo BLM sur leur page Facebook. Hein. C'est les mêmes qui sont en train de dire ça. Vous rendez-vous compte? On est totalement dans l'inversion de valeur. On a réussi à construire des gens qui ne réfléchissent plus à leurs conneries. Le problème, c'est que c'est des gens qui votent. Le problème, c'est que c'est des gens parfois qui sont des influenceurs. Donc, si vous voulez, je ne suis pas très confiant sur l'avenir. À moins d'une révolution, à moins d'un événement qui remette les pendules à l'heure. Alors attention, quand je dis remettre les pendules à l'heure, c'est forcément par la force. Ce ne sera pas avec des beaux discours ou de jolis mots. Eh bien, je vous invite à relire un petit peu l'histoire de l'Europe, de ces pays européens, de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui en a été la cause, qu'est-ce qui en a eu découlé, quelles en ont été les conséquences. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas parce qu'on a la conviction qu'aujourd'hui on est dans une république, qu'on est dans un pays qui s'appelle la France, avec des frontières bien définies, sur lesquelles d'ailleurs, dès que
un pays se fait attaquer, etc. Oui, la souveraineté territoriale. Oui, sauf que le problème, c'est que la souveraineté territoriale, on l'a fait sauter en Syrie pour aller faire une guerre et profiter de la guerre contre l'État islamique pour essayer de dégager Bachar el-Assad. Ben, c'est les mêmes qui vous parlent aujourd'hui de la souveraineté de l'Ukraine. Pour terminer, je pense que malheureusement, il est toujours difficile de comparer des conflits parce qu'il y a toujours des raisons qui justifient certains conflits et pas d'autres, à juste titre. Mais le problème, c'est que derrière, il faut comprendre quels sont les intérêts. Et ça rejoint toujours cette expression que j'utilise très souvent et qui est tellement vraie. C'est à qui profite le crime. Sur ce, portez-vous bien et rendez-vous à une prochaine vidéo où je pense qu'on va encore traiter de sujets croustillants.